donc cette table ronde sur le cinéma contemporain ukrainien. Nous accueillons Ada Kerman. Vous allez mener cette conversation autour du cinéma donc, de l'Ukraine. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, docteur en histoire de l'art. Vous travaillez sur l'histoire du cinéma soviétique, notamment sur l'œuvre de Sergei Eisenstein, auquel vous avez consacré une exposition, L'œil extactique, au Centre Pompidou-Metz en 2019-2020. Vous avez été également commissaire de l'exposition Golem, Avatar d'une légende d'argile en 2017 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et vous participez depuis avril 2022 aux rencontres Kino Ukraina autour du cinéma ukrainien. Olga Kobrin. Antelme Vino, je ne sais pas si... il faut peut-être... Ah, il ne peut pas être présent, d'accord. Hostess Dansouté, qui donc nous rejoint par Zoom, qui est actuellement à New York. Vous êtes attaché culturel à l'ambassade de Lituanie en France. Vous avez jusqu'en 2021 été l'une des curatrices du Cinéma Camp, événement dédié au cinéma qui prend place chaque année en Lituanie. Vous êtes programmatrice de l'Inconvenience Film Festival à Vilnius, et vous avez également par le passé été programmatrice du Festival du film documentaire de Vilnius et du Festival du film français Écran d'hiver. Mikhailo Ilienko, je crois, ne pouvait pas venir, grand réalisateur ukrainien. Et Olga Kobrin, vous êtes directrice du département des langues, culture et communication de l'ENSTA, chercheuse associée à l'IRCAV, à l'Université Paris 3. Vous êtes docteur en études cinématographiques. Vous co-dirigez un programme de recherche internationale, Les lieux du virtuel, avec l'Université de Chicago et l'Université de Gérone. Et vous avez notamment travaillé sur le cinéma soviétique et Andrei Tarkovsky. Vous étiez co-curatrice de plusieurs expositions au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo et au Jeu de Paume. Vera Yakovenko, vous êtes réalisatrice, donc qui nous a rejoint aussi par Zoom, diplômée de l'université Karpenko-Kary de Kiev, qui est le grand institut d'études cinématographiques, un peu l'équivalent du VGIC. Vous avez réalisé de nombreux films documentaires et de fiction, ainsi que des séries pour la télévision ukrainienne. On citera parmi vos œuvres Contract en 2009, What If en 2018, le film Picnic en 2021 qui a remporté le prix du court-métrage dramatique d'Europe centrale et orientale au New York Bebop Content Festival. Vous êtes réalisatrice aussi du projet de série de films documentaires La Terre Inconnue, Conversation depuis la fissure, avec Nina Irina Röhrich, donc de la production Der Blaue Vogel à Berlin. Nina Irina Röhrich qui nous a peut-être aussi rejoint et qui accompagne Vera Yakovenko. Votre dernier film, dont le scénario a été écrit par l'écrivaine et scénariste ukrainienne Irène Rozdobutko, Immelman Turn, qui a été projeté d'ailleurs en avant-première dans le cadre du programme Kino Ukraina à Paris 8. Ce film raconte l'histoire inspirée de faits réels, je crois, d'un avion transportant une aide humanitaire aux soldats ukrainiens d'une unité encerclée et qui sera abattu sur le territoire du Donbass. Et nous allons commencer par un entretien. Voilà. Oui, je ne sais pas s'il est présent mais je vais présenter bien sûr Antelme. Antelme Vino, vous avez été directeur artistique du Festival international du film d'Odessa depuis 2014, attaché audiovisuel à l'Institut français d'Ukraine. Vous avez co-organisé plusieurs films, plusieurs festivals de films en Ukraine, traducteur de l'ukrainien au français aussi, et pour des adaptations en fait, de films ukrainiens, pour les sous-titres aussi en français. Vous êtes membre également du jury concours national Docu-Ukraine, ainsi que du concours national Docu-Short sur les courts-métrages documentaires. Et je crois que je n'ai oublié personne, malheureusement. Ça aurait été intéressant aussi de présenter Mikhailo Ilienko, qui est un grand cinéaste ukrainien depuis les années 70, mais bon. Oui. Tout à fait. Oui, Mikhail Ilienko, qui donc, devait être présent, mais qui a rejoint, je crois, aussi la Défense nationale en Ukraine, qui est réalisateur, scénariste, acteur et aussi écrivain et théoricien du cinéma contemporain ukrainien, qui est né à Moscou en 1947 et qui a étudié au VGIC sous la direction de Mikhail Rom. Vous dirigez depuis 1993 l'atelier de réalisation de l'Institut d'art théâtral de Kiev Karpenko-Kary. Et depuis 1997, vous êtes également le directeur artistique de l'Open Night
Film Festival qui se déroule chaque année sur la chaussée de Saint-André, enfin la descente de Saint-André. Vous avez été président de l'Académie ukrainienne du cinéma. Et donc, parmi vos œuvres aussi, on pourra citer le film Fujou en 1993, The Seventh Road en 1997, et Five Crosser, celui qui a traversé le feu en 2011. L'un des derniers films de Mikhailo Ilienko, sorti en 2020, et Toloka, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres films depuis, et on peut lancer cet entretien pour commencer. Alors, attendez. Ah, voilà. Ce mythique festival que le mélodiste et vous traduisez très particulièrement Non, celui-là ne marche Grève de la faim de pas. Je vais recommencer, pardon. Voilà. Et donc, je commençais quand même par quelques petits mots de votre présentation pour un peu situer pourquoi on a fait appel à vous, puisque vous avez été justement directeur artistique du Festival international du film d'Odessa de 2014 à 2020. Vous avez exercé et vous exercez comme programmateur de films, notamment pour ce mythique festival qu'est le Molodist à Kiev. Et vous traduisez très régulièrement des scénarios de l'ukrainien comme du russe vers le français, l'anglais, l'espagnol, tout en assurant les sous-titrages de films ukrainiens et russes. Et donc, vous avez tout aussi bien travaillé sur l'œuvre de Loznitsa que de Kira Muratova, de Yuri Ilienko et de Oleg Sentsov. Donc, vous connaissez particulièrement bien le cinéma ukrainien et le cinéma ukrainien contemporain, dont vous suivez, on imagine, assidûment l'évolution. Et le public francophone commence, lui, tout juste à s'intéresser à ce cinéma qui, à l'instar de beaucoup de cinématographies de l'Est, demeure encore trop méconnue et justement pour lequel la guerre a suscité un désir de connaissance et de découverte. Et donc, ma première question, ça aurait été de vous demander, parce qu'au-delà des noms, par exemple, d'un Sergueï Loznitsa, dont on a eu beaucoup de rétrospectives en France avant même la guerre en Ukraine, ou le nom d'Oleg Sentsov, dont on a beaucoup entendu parler lors de son arrestation en 2014, puis de sa grève de la faim en 2018. Donc, au-delà de ces quelques noms qui sont devenus relativement familiers pour les gens qui s'intéressent au cinéma en France, auriez-vous d'autres noms de cinéastes ukrainiens d'aujourd'hui dont vous souhaiteriez particulièrement que le travail soit vu, soit discuté? Peut-être certains films ukrainiens que vous avez pu découvrir lors de votre travail en tant que programmateur vous ont particulièrement ébloui et fasciné et vous aimeriez nous en parler aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Alors, en tant que quand je travaillais pour le Festival d'Odessa, j'ai été donc une première loge de développement du cinéma ukrainien. On peut dire que le cinéma ukrainien a connu une sorte de renaissance dans les 10 dernières années, puisque à partir de 91, à partir de la chute de l'Union soviétique jusqu'en 2010, la production avait radicalement chuté. Et le cinéma ukrainien, qui était brillant un brillant représentant pendant la période de l'Union soviétique, avait quasiment cessé d'exister en fait, faute de moyens, à cause de la crise économique et de la fermeture des studios. Et à partir de 2010, il y a eu une sorte on peut dire de renaissance, portée par un volontarisme politique qui a notamment créé une agence nationale du cinéma ukrainien sur le modèle du CNC français, très largement, qui a permis un redémarrage de la production. Et le nombre de longs métrages produits en Ukraine n'a pas cessé d'augmenter durant ces 10-12 dernières années. Et ce mouvement en fait s'est accéléré avec, en parallèle de l'accélération de l'histoire qui s'est produite en Ukraine depuis 2013,
avec successivement une révolution, l'annexion de la Crimée par la Russie, la guerre déclenchée par cette même Russie dans le Donbass, et évidemment, depuis le 24 février dernier, l'invasion à grande échelle. Donc, tous ces événements ont fait émerger une nouvelle génération de réalisateurs qui ont, pour beaucoup, débuté par le documentaire, qui ont commencé par filmer ce réel-là, par le documenter. Et ce qu'on peut dire de cette nouvelle génération, c'est qu'elle est très diverse. Il n'y a pas vraiment, comme on peut voir, comme on a pu voir dans le nouveau cinéma roumain des années 2000, il n'y a pas vraiment d'unité stylistique, mais plutôt un grand éclectisme. Et il y a beaucoup de voix très originales, très singulières qui ont émergé depuis 2013. Je peux en citer quelques-uns. Beaucoup n'ont pas été montrés en France, mais certains ont pu l'être, comme Nariman Aliyev, dont le film Evgué, je crois que le titre français c'est En terre de Crimée, si je ne me trompe pas, avait été montré au Festival de Cannes en 2019, qui est un très beau film. Nariman Aliyev est un cinéaste de la minorité tatare de Crimée, et c'est un film tourné quasiment intégralement en langue tatare de Crimée, d'ailleurs. Un très beau drame sur une relation père-fils sur fond de deuil dû à la guerre du Donbass. Mais ce film-là n'a pas été montré, n'a pas été distribué en salle, malheureusement. Après, vous avez un cinéaste comme Valentin Vassianovic, qui a aussi eu beaucoup de succès dans les festivals internationaux ces dernières années. Il est un peu plus âgé que les autres cinéastes de cette nouvelle vague, on peut dire, ukrainienne, puisqu'il en est déjà à son 4e long métrage. Mais il a commencé à se faire connaître vraiment par son film Atlantis, qui a été primé à Venise en 2019, qui est un film d'anticipation post-apocalyptique, là aussi sur la guerre du Donbass, d'une grande puissance visuelle et d'un grand pessimisme, malheureusement très actuel. Vous avez aussi des cinéastes très intéressants comme Katerina Gornostai, qui a eu un film à Berlin l'an dernier qui s'appelle Stop Zemlya. Katerina Gornostai a beaucoup filmé la révolution de Maïdan. Elle fait partie de ces cinéastes qui ont vraiment commencé dans le documentaire et qui considèrent d'ailleurs Maïdan presque comme une école de cinéma qui l'a beaucoup formé. Et Stop Zemlya est un film que vous aurez l'occasion, je pense, de voir en France bientôt dans des festivals, voire même en distribution. C'est un très beau film contemporain sur l'adolescence, sur cette adolescence ukrainienne qui se cherche, qui se trouve. Un film très fluide, très, très contemporain, avec une grande qualité de regard. Après, je peux citer aussi Marissa Nikitchouk, qui a été montrée aussi en France, avec un film qui s'appelle Quand les arbres tombent, qui date de 2018, qui avait été montré à Berlin, et qui s'inscrit dans une tradition bien à part, je dirais, dans le cinéma ukrainien, puisqu'elle mélange beaucoup les genres, les styles. C'est un mélange de fantastique, de drame, avec beaucoup d'émotions très fortes. C'est un très très beau film aussi, je le conseille fortement. Écoutez, je peux en citer beaucoup d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle génération a beaucoup de choses à dire. Elle a rompu, on peut dire, avec l'héritage soviétique du cinéma ukrainien, et avec l'influence que le cinéma russe continuait d'exercer jusqu'à 2013, on peut dire. Moi, je suis arrivé à Kiev en 2011 pour travailler comme attaché audiovisuel à l'ambassade de France. Et je me rappelle que pendant ces 2 années qui ont précédé Maïdan, les films russes faisaient l'événement dans les festivals et dans les salles, c'était salles combles. Et en 2013, il y a eu vraiment une rupture.
et l'influence exercée par des cinéastes russes aussi bien classiques comme Andrei Tarkovsky, comme contemporains comme Andrei Zvagintsev, a fortement diminué, et l'Ukraine s'est cherché une voie singulière en se tournant vers d'autres cinématographies, ou bien en faisant un travail à la fois d'introspection, de recherche de son identité, qui est un travail que toute la société ukrainienne a effectué. Et donc c'était passionnant à observer, tout à fait passionnant. Oui, alors vous mentionnez justement cette éclosion d'une nouvelle école presque formée au Maïdan et qui a essayé de se défaire de cet héritage très puissant de la cinématographie soviétique ou même russe actuelle. Et je me demandais si ça s'était reflété aussi au niveau de l'enseignement du cinéma, par exemple dans l'école Karpenko-Kari. Est-ce qu'il y a eu des directives même officielles au niveau des programmes qui ont pu refléter ce changement et cet état de fait? Alors c'est une bonne question. L'enseignement du cinéma en Ukraine est on peut dire, en crise depuis 91. Même si Karpenko-Kari a effectivement formé pour une bonne part tous ces cinéastes, avec d'excellentes bases techniques, c'est impossible de le nier, et d'excellents professeurs aussi évidemment. Mais la philosophie de l'enseignement de Karpenko-Kari, moi j'ai évidemment pas étudié, mais de ce que m'ont rapporté ces jeunes cinéastes, restait très fortement marquée par une pédagogie type plutôt soviétique. L'âge des professeurs expliquant évidemment cela, puisque la plupart des professeurs avaient été formés sous l'URSS. Donc ce qu'on peut dire, c'est que je ne suis pas expert sur la question, mais c'est que c'est pas forcément Karpenko-Kari ou les facultés de cinéma qui ont impulsé cette nouvelle vague, mais plutôt l'énergie propre et la rage de faire de ces jeunes cinéastes au sein de ces universités, de renverser la table, on peut dire, et de prendre leur indépendance symboliquement vis-à-vis de leurs aînés. Oui, et puis on imagine que l'ouverture à d'autres cinématographies, notamment via Internet, a aussi évidemment aiguisé et démultiplié les regards et ont pu participer de cet éclectisme et de cette difficulté à catégoriser finalement le cinéma ukrainien très contemporain. Alors vous mentionniez le festival de Cannes qui avait permis notamment aux francophones de découvrir le travail de Nariman Aliev. Est-ce que vous pourriez peut-être parler de la présence ukrainienne à l'édition 2022 ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs films ukrainiens ou réalisés par des Ukrainiens qui seront présents à Cannes, qui portent sur l'Ukraine. Il y aura 2 films réalisés par des... il y aura 2 productions ukrainiennes, pardon, très récentes. L'une sera présentée à Un certain regard, le film s'appelle La vision du papillon, réalisé par Maxime Nakonechny. C'est un premier long métrage. Maxime Nakonechny a commencé comme producteur en documentaire. Il a produit notamment des films sur la guerre du Donbass. Et c'est un film, un drame fort, et à la fois un portrait de femme, l'histoire d'une volontaire d'un bataillon ukrainien qui revient de captivité après avoir été emprisonné par une prison séparatiste pro-russe, et qui revient à la vie civile, qui raconte cette difficile réintégration. C'est un film très juste, avec une actrice principale magnétique, qui s'appelle Rita Burkowska, et qui n'élude aucune des questions sensibles dans la société ukrainienne, notamment la question du nationalisme. Donc c'était vraiment un film avec un point de vue fort et évidemment très actuel, vu la situation en Ukraine aujourd'hui. La deuxième production ukrainienne s'appelle Pamphir. Ce sera présenté à la quinzaine des réalisateurs. Le réalisateur s'appelle Dmytro Sukhulevsky-Sobchuk. C'est là aussi un premier long métrage. Il avait été remarqué
pour son précédent court-métrage qui s'appelle Weightlifter. Je ne sais plus si c'est un titre français, mais c'est un film sur un haltérophile qui avait remporté énormément de prix. Et là, c'est un film qui est tourné dans les Carpates. Donc évidemment, les Carpates, qui dit Carpates, cinéma ukrainien, ça évoque tout de suite Sergueï Parajanov et les chevaux de feu. Mais c'est très, très différent stylistiquement, même si on peut y trouver des correspondances. C'est une histoire de contrebandier, donc une histoire qui est là aussi actuelle, puisque finalement il s'agit de frontières, avec quasiment que des acteurs débutants impressionnants de charisme et une identité visuelle déjà très forte pour un premier film. Je le conseille très fortement. Puis après, il y a deux films qui ne sont pas des productions ukrainiennes à ma connaissance, encore que peut-être que je me trompe, mais il y a un film documentaire de Sergueï Loznitsa, qui est bien connu des cinéphiles français, le film s'appelle L'histoire naturelle de la destruction, un film sur l'archive, comme Sergueï Loznitsa sait très bien le faire, sur la destruction des villes allemandes par les Alliés, et puis un film malheureusement posthume d'un cinéaste lituanien qui s'appelle Mantas. Alors je me trompe toujours sur son nom de famille, je suis désolé, Kaudeskis, je sais, pardon, je me trompe. Ça termine en Lust, c'est Mariupol. Ouais, Mariupol 2, qui est un document et un témoignage, je pense, je n'ai pas encore vu le film, mais essentiel sur le siège de Mariupol par l'armée russe actuellement. Très bien. Bon, bah, écoutez, on va noter tout ça dans nos agendas. Et puisqu'on parle de l'actualité des festivals, la guerre n'empêche pas les festivals ukrainiens de se poursuivre. On sait que le festival d'Odessa va connaître une édition hors les murs en 2022. Alors, vous n'y travaillez plus, mais peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Et puis, vous continuez à travailler pour Molodist. Donc, comment ça se passe, ces éditions, en dépit de la guerre ? Écoutez, c'est très compliqué, évidemment, puisqu'il y aura effectivement des événements hors les murs, comme vous l'avez dit. Pour Odessa, ce sera Karlovy Vary. Pour Molodist, ils n'ont pas encore décidé ni communiqué. Mais je ne serai pas trop en mesure de vous en dire plus, parce que mes collègues, évidemment, sont ou bien sous les bombes, ou bien malheureusement déplacés. Donc je ne serai pas vraiment en mesure de vous dire quelle est la possibilité enfin, comment ça va se passer en fait au niveau des festivals, mais évidemment que le désir de cinéma est très fort. Les salles de cinéma dans certaines villes continuent à fonctionner. À Kiev notamment, certaines ont ouvert. Et le désir de cinéma est très fort. Donc, il est évident que dès qu'il y aura la possibilité d'organiser de nouveau un festival de manière sûre, c'est une des choses qui reviendra, je pense, avec le plus d'attente. Alors, ce désir de cinéma, il transparaît aussi dans des efforts assez extraordinaires de certains artistes et cinéastes eux-mêmes pour organiser des programmations de projections, pour le coup, plutôt en dehors d'Ukraine. Moi, j'étais très frappée par les initiatives multipliées d'un artiste que vous connaissez peut-être, Mokolari, lui, qui a programmé au Maxi à Rome, à la Galerie nationale de Sofia. Et donc, c'est assez impressionnant et peut-être même assez inédit comme phénomène. Et donc, je me demandais si vous aviez noté quelques programmations ou initiatives qui vous paraissaient particulièrement intéressantes, efficaces à cet égard. Il y a eu à Paris, au mois de mars, une projection de plusieurs films documentaires au Grand Action, je crois, co-organisés par les Ukrainiens et les Français. Et c'est une initiative en fait qui a été qui s'est prise quasiment dès le début de la guerre par plusieurs cinéastes, notamment
particulièrement documentaire, de filmer la guerre finalement, de filmer ce qui se passait, de documenter les événements et les crimes de guerre commis par la Russie. Donc vous avez eu cette projection avec plusieurs films courts réalisés par d'excellents cinéastes documentaires, notamment dans les villes qui sont devenues des villes symboles comme Irpin au nord de Kiev, à Kharkiv également. Donc la communauté documentaire est souvent à l'avant-garde en Ukraine, et là elle est évidemment pas en reste. Mais après, oui, vous avez énormément d'initiatives un peu partout dans le monde, de projection de films ukrainiens. Mais je vous avoue que je ne serais pas en mesure de vous les citer toutes, ni celles à venir, parce que malheureusement, je n'ai pas suivi les dernières actualités. Oui, puis c'est une actualité extrêmement frénétique et c'est peut-être un des effets, si on peut parler d'effets positifs de cette guerre, c'est qu'elle contribue à donner un peu plus de visibilité à un cinéma qui n'était pas toujours très présent sur les écrans, du moins en France, et beaucoup moins présent que certains cinéastes russes très prisés en Europe. Alors, on a été, pour les spécialistes de cinéma, très touchés de recevoir un appel du Centre national Dovzhenko, qui fait office de cinémathèque d'État à Kiev, qui a lancé un appel à dons en mars 2022 pour sauver ses archives. Et ça représentait quand même plus de 7000 films ukrainiens étrangers menacés par les bombardements. Et donc, je me demandais, d'après vous, quels seraient les autres éléments du patrimoine cinématographique ukrainien qui sont aujourd'hui particulièrement menacés et qu'il faudrait préserver de manière prioritaire? Et alors là-dessus, j'aurais du mal à vous répondre, honnêtement. C'est une bonne question. J'ai vu l'appel du centre Dovzhenko, bien sûr. Je sais qu'il y a des salles de cinéma qui ont été malheureusement détruites, notamment à Kharkiv, je crois. Mais cette dimension de préservation, j'aurais du mal à vous donner des éléments, honnêtement. On pensait aussi aux escaliers d'Odessa, forcément. Ah oui, bien sûr. Odessa a été bombardé, effectivement. Le centre, notamment pas loin du centre-ville. Et les escaliers d'Odessa font partie, a été classé par l'Académie européenne du cinéma comme un trésor du patrimoine du cinéma européen. Donc évidemment, ça fait partie des lieux qui sont particulièrement sensibles, mais les Ukrainiens sont extraordinaires dans la façon dont ils protègent eux-mêmes leurs monuments, leur patrimoine. Vous avez peut-être vu des images de ces statues rembourrées de protection, et le patrimoine leur tient énormément à cœur. Donc c'est quelque chose à laquelle ils font énormément attention. Protéger ce qui fait partie de leur histoire, ce qui fait partie de leur identité, contre ce qu'ils voient comme une guerre culturelle. Oui, guerre à tous les niveaux, évidemment, mais une guerre culturelle aussi. Oui, ce qui m'amène à une autre question, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ce désir de bien distinguer, de bien différencier la culture ukrainienne de la culture russe, qui aurait été trop souvent amalgamée, et donc aussi de distinguer une cinématographie spécifiquement ukrainienne d'une cinématographie soviétique russe. Et du coup, il y a cette question absolument brûlante et qui déchire les esprits, de savoir est-ce qu'il faut boycotter ou non les films des cinéastes russes, y compris ceux opposant au régime de Poutine et menacés par celui-ci. Et on a vu des débats spectaculaires qui ont pu, par exemple, conduire à l'éviction de Loznitsa, qui s'opposait à ce boycott de l'Académie cinématographique ukrainienne. Quelle est votre position, si vous avez bien entendu envie de vous prononcer là-dessus? Alors, ma position est solidaire de la majorité des professionnels du cinéma ukrainien, qui est plutôt favorable au boycott, même si certains ne veulent pas l'appeler boycott, mais plutôt mise en pause du cinéma russe tant que les troupes russes seront présentes en Ukraine.
Alors, c'est sûr que c'est un sujet sensible, puisque, vous l'avez dit, certains des cinéastes russes, et notamment ceux qui sont souvent sélectionnés au festival, sont effectivement des opposants à Poutine. Mais il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs facteurs, je pense, qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, pour les Ukrainiens, et là, je parle comme quelqu'un qui a vécu 9 ans en Ukraine et pour qui l'Ukraine est devenue un pays quasiment une deuxième patrie. Pour les Ukrainiens, les Russes, y compris ceux qu'on appelle les libéraux et les opposants, ont malheureusement échoué à empêcher cette guerre. Et il faut rappeler d'ailleurs que la guerre ne dure pas depuis le 24 février, mais depuis 2014. Et il y a cette idée que les Russes n'ont pas fait assez. Alors moi, comme Français, c'est facile à dire, parce qu'évidemment, on a la chance en France d'avoir une démocratie, et le régime russe est, on le sait, criminel, donc renverser une dictature, c'est évidemment pas facile, voire même peut-être impossible. Donc loin de moi l'idée de vouloir donner des leçons, mais l'argument des Ukrainiens est le suivant, c'est que eux ont réussi à faire chuter leur dictateur, Yanukovych, qui a fait passer des lois qui allaient transformer l'Ukraine en nouvelle Biélorussie, voire en nouvelle Russie, en 2014. Et ils ont massivement, pour certains, sacrifié pour sauvegarder cette démocratie. Par ailleurs, le cinéma en Russie réellement indépendant n'existe pas vraiment, à part quelques documentaires évidemment qui sont tournés en mode guérilla, sans moyens, sans financement aucun public, ni privé, enfin, je veux dire, privé au sens gros moyens. Ce cinéma-là n'existe quasiment pas, et les cinéastes d'opposition qui sont effectivement opposés à Poutine sont quasiment systématiquement financés ou bien par le ministère de la Culture russe, ou bien par des fonds d'oligarques proches du régime, comme par exemple le fonds Kinoprime de Roman Abramovich. Donc, en fait, finalement, la question du boycott, pour moi, en tout cas, ne se pose pas tellement sur les réalisateurs, mais plutôt sur les films comme, finalement, des représentants de la culture russe qui servent, au final, consciemment ou non, bien sûr, sans doute de manière involontaire, cette espèce de soft power russe, pour lequel peut-être il est bien commode de montrer, mais vous voyez, on vous finance même des gens qui ont une voix critique. Voilà. Et après, il y a une chose aussi dont on a peut-être du mal à se rendre compte en France, c'est que la machine de guerre culturelle russe est extrêmement puissante et a énormément fait de dégâts en Ukraine et a produit en partie cette guerre, notamment la désinformation produite par ces chaînes de télévision. Alors évidemment qu'un film indépendant, un film d'auteur, ne peut pas être ramené à ça, mais je comprends les Ukrainiens pour lesquels c'est difficile aujourd'hui de faire la distinction finalement entre un soft power agressif et un soft power plus prestigieux, qui est celui qui va sur les tapis rouges à Cannes. Puis il y a quelque chose, pour beaucoup des Ukrainiens, pas tous évidemment, le Znitsa, tu sais, est opposé au boycott, il y en a quelques autres. Mais pour la grande majorité des Ukrainiens, il est indécent, pendant que les bombes russes tombent sur l'Ukraine, que leurs homologues russes, par solidarité, ne se retirent pas eux-mêmes des festivals et préfèrent aller à Cannes ou à Venise pendant que leurs homologues sont dans les sous-sols. Voilà. Après, il y a plus globalement derrière tout ça une dimension décoloniale, on peut dire. L'Ukraine a envie de parler de sa propre voix, elle n'a pas envie d'être ramenée à cet espace soviétique, et notamment, qui dit espace soviétique dit évidemment Russie. Elle a envie, oui, vraiment de parler d'elle-même, finalement.
et de ne pas être obligé d'être dans une espèce de dialogue consensuel et finalement assez commode avec des cinéastes russes, même d'opposition. Voilà, bon, après, c'est une question complexe. On va passer voilà, au dialogue. L'entretien est assez long, donc... Merci beaucoup. Et juste pour vous signaler que l'entretien dans son intégralité sera disponible sur le site du festival, ce qui permettra aussi de récupérer toutes les références fournies par Antenne Vidéo, notamment au début lorsque la qualité sonore n'était malheureusement pas au rendez-vous. Je vais peut-être demander aussi à Olga de me rejoindre. Et alors, peut-être on peut ouvrir la discussion à nos amis et collègues qui nous ont rejoints en ligne, avec, pour prolonger les pistes que nous a proposées Antenne Vidéo, une question qui me paraît particulièrement importante aujourd'hui, c'est quel est le rôle du cinéma face à cette guerre ? Puisque lorsque nous avons réalisé cet entretien avec Antenne Vidéo, le Festival de Cannes n'avait pas encore eu lieu. Et vous savez tous que le festival s'est ouvert par une allocution de Zelensky, qui a fait pratiquement une leçon de cinéma, et qui en a appelé au pouvoir des images, au pouvoir du cinéma, qui en a appelé à la nécessité qu'un nouveau Chaplin apparaisse pour que le cinéma ne soit pas muet, dumb, avec toutes les ambivalences de ce terme. Et c'est une position qui n'est pas toujours partagée par les cinéastes ukrainiens. Je pense notamment à la cinéaste Marina Stepanska, dont peut-être certains et certaines d'entre vous avaient pu voir le film Falling, sorti en 2018, qui, elle, a déclaré dès le 18 mars que pour elle, ça n'avait plus de sens de faire du cinéma, que pour elle, le cinéma, c'était le privilège de sociétés qui ne sont pas mises à l'épreuve des bombardements, et que pour elle, le rôle des cinéastes devait surtout consister à accumuler de la matière filmique pour faire le procès de la Russie, mais que s'occuper de fiction, c'était presque de l'indécence. Et donc, on est vraiment dans des positions totalement opposées, et je trouverais intéressant d'avoir le regard de, par exemple, Vera Yakovenko, qui elle-même est cinéaste, sur cette question. Que peut le cinéma dans ce temps de guerre ? On va peut-être représenter Vera et Nina. Et je ne sais pas comment tu préfères, parce que nous, on a un petit souci. Vera ni Nina ne parlent pas français. Donc, il faudrait qu'on traduise en anglais, je suppose, parce que Nina ne parle pas russe. Est-ce que tu voudrais, toi, reposer ta question en anglais? Oui, bien sûr. Pour le I would like to tell welcome to Vera and Nina. Thank you so much, girls, because we did a little presentation of you and your work, and we thank you so much to be with us today. And we would like to begin with a question before presenting your project, your beautiful project. So Ada have a question to all of you, and please, Ada, could you ask your question? Yes, I think one of the very important issues today is what cinema can and should do in times of war. And I just reminded that during the edition of the Cannes Festival, the President Volodymyr Zelensky called for the need to have a new Chaplin and for the need for cinema not to remain dumb or mute. So he asserted the power of cinema to be a weapon in this war. And on the opposite, we have filmmakers like Stepanska, who said that since the war has started, she cannot film anymore because the priority for the Ukrainian society is to survive. And the filmmaker should only accumulate material in order to make the trial of Russia. So between these two sharp contrasted positions, what would be yours? What do you think is the role of cinema today in this very specific context of war? Maybe
I don't know, Віра, ти хочеш виявити свою думку, тому що ти українка. Віра, твій мікрофон. Your micro is mute, Vera. Vera, you have to turn. Voilà. Nina a réussi, mais Vera a pas le micro. Est-ce que... En attendant, peut-être Nina peut répondre si elle a déjà... Hello, Nina? hello. Do you hear Yes, me okay, now? Vera. Perfect. Thank you. Do you hear? Yeah. Thank you for inviting me here today to your discussion. And for me, it also was a very hard question whether I can be involved into documentation of rather horrifying events that are connected with my country. But at some point, I came to the conclusion that filming nowadays is a way of art resistance, and it's also the way to show the inner side of events that we see on views, that we hear every day around, and it's a way, a possibility to show people's spirit and the real face of our defense. Also, it goes, of course, very complicated when we start thinking about connections between Russian people, Ukrainian people, European people, and how everything will be going now when we have war and when we have so many victims every day. So that was actually our purpose of our project, to show our expression and our feelings from different sides. And when I met Nina in Berlin, we discussed that and came to some very common views, and that's why we started our projects together. And I would like Nina to tell more about our co-work. Thank you. Vera, should I continue with speaking? Yeah, thank you also for inviting me. And I have to say, I was, of course, very glad that I had the opportunity to work with Vera, because I traveled a lot between Russia, Ukraine, and Germany. And when all this started, it was like also that I have had the feeling to be another displaced person, but of course not like the Ukrainians, but more like a person who is losing some inside connection. And the sound was not so good to understand, but I think you talked about the question if film can be a weapon. And I think film, of course, film can be a weapon in a very, very high level, because our thoughts are so much influenced by images that we even we are not able anymore to
sort out what are our own thoughts and experiences and what are the thoughts of via films. So I think, but what we want to do with our project is to have somehow to create a weapon for humanity, because in this war now, we are all in the danger to be silenced, because we have on the one side the most majority of Russians, which are silenced because of fear, because of they are threatened with prison and so on. So there are only these few brave ones who leave the country or risk some punishment in the country. But and we have also in the Western side the danger to be silenced, maybe by ignorance or by that it's just too much, or that we just join for a while and then we are able to switch off because we have so many possibilities not to be interested. And this our project is meant to really keep on speaking in this rift, in these trenches, in these cruel trenches, because if we lose the speech in this time now, we will find us in some years in a total other world. And this is really so important that we are keeping all these stories of the people. And that's, for example, of course, now the stories of the Ukrainians are the most important ones, because they are really based on very cruel reality. So this, but nevertheless, we want to give perspectives from different sides and go far beyond the reportage of the nowadays news, because it's also the danger. We saw this in Afghanistan and in Syria, that when something stressful and awful is over, then in the Western world, we tend very easy to lose our interest and to forget about. And this is another reason we started the project, because this war should interest for a long time everybody in Europe, in West and East, and generally in the world. So I think everyone here would like to know more about the project Vera and Nina you are conducting, but maybe before we go in depth into your project, maybe Auste, you would like also to react to this idea that the cinema has to create an action within this context of war. Because you told us maybe you didn't hear what we were saying before. Sorry, the sound is so... Sorry, I did not understand quite I think the question. Auste, your... Yes. Hello. I think, well, yes, it's true that here on Zoom, we don't really hear you very well because of the echo, I think, no? But I heard that you referred something about my name, so I'm not sure either. Should I jump in? Yes, I'm very sorry for the conditions, because we really wanted to build a dialogue. We are discussing the role of cinema in this context of war, because we had several positions, some arguing that cinema is absolutely needed, filmmaking is needed, even in fiction, to act in this war, but some filmmakers argued that it would be indecent and irrelevant to go on filmmaking in this war times. You know, from what could I say from my side? I mean, I am not Ukrainian, you know, I'm Lithuanian, and I have a certain position here in France. So in a way,
I have this power of voice in certain situations to speak about things. So in particular, as I am a cultural attaché that has a background in cinema, especially documentary film and documentary film festivals. I used to work in documentary film festivals before. So when the war started, it was really evident that the cinema is one of the means that we can attract attention about the war in Ukraine in France, in Paris, and then of course we organized like a few, one of the first, I would say, screenings of it in documentary film at Centre Pompidou, and then and then there were screenings followed at Cinémathèque Française as well. But what I wanted to say also, referring to whether film could be a weapon in the current situation, I think it really depends on singular situations, I guess. Well, we just heard the Ukrainian filmmakers speaking. From my side, I could maybe say a word about this, our Lithuanian documentarist and doctor of anthropology, Mantas Vedaravičius, who sadly has been killed in Mariupol at the end of March. And well, in his case, the case of his film was really important, because well, I don't know if you have heard how his fiancée Hanna Bilgrova has brought back all the material that he has shot in Mariupol during the few weeks in March when he was there, and then how the film was really edited during only in a couple of weeks just before the first screening in Cannes. And I have been in this in the premiere screening at Cannes Film Festival now in May, and of course, the screening was beyond any other film screening, I would say, because it was just the experience during the film is that you are actually in the war, although you don't really see any weapons, you don't really see any soldiers in the film. You don't see you don't really see tanks or something. But what you see life. You see people who at the time were still there at this Orthodox church in Mariupol, and I actually think that it is really necessary to show that actually, we should not forget that the war is not only about the fighting and deaths and blood, but it's actually also about just the people losing their lives, losing their houses, losing their families, losing the hope and the belief in the faith in living, and this is super important. And actually, I think throughout the images, throughout the film, it's one of the it's really necessary, as well as I think also the same impact would be brought by the literature or the words. We see a lot of war diaries now also coming from Ukraine, and I think also in France especially we should translate it more, and just to kind of remind ourselves that actually this is the moment we have to give speech to those voices, and and not to forget what's happening. Now it's more than 100 days that has been going on. And so, well,
maybe I'm dwelling a little bit, but so what I wanted to say that, of course, like my position is I'm Lithuanian in France, and because I have this position to give a voice maybe, or to focus a little bit also on what's matter right now, well, I'm of course trying to include in all our programmation Ukrainian subject at the moment, because it is the priority anyways, you know, like now even not Lithuanian culture counts, but like Ukrainian culture counts, you know. Thank you so much, Auste. You mentioned that it's very important not to reduce to the war, to the fights. And when we organized with Olga the Kino Ukraina event, it was very important for us to give the voice to Ukrainian filmmakers, and many of them were just like you, speaking with us through Zoom, and it was extremely important for them first to have their voice heard. And what was very striking for us was the insistence of everyone, including you, Vera, on the necessity to express love, tenderness, these kinds of feelings, which can be also sometimes forgotten when, especially in the mediatic discourse, we focus upon war and horror. Of course, we shouldn't underestimate it, but it's also maybe the mission of films to give voice to such feelings. But I would like to add to introduce your project, Nina and Vera, that we need not only war archive, but also, and before everything, life archive. So maybe Vera, you do this something about life archive. So we would like to know about this project. Nina and Vera, I don't know who would like to start. And also, I think you wanted to show us some excerpts of your project. So maybe if we can technically allow the share of screen. I don't know who will be launching this, Nina or Vera, but I think it's important. I would share the screen then, but you want to start now or later? When you want, just... it depends. Maybe if you want to introduce us to your project and then show an excerpt, or it's really... I want to say you that we started actually with some activities that we made in Neuruppin. It's a place where I am now, and where is a refugee center for us, the Ukrainians. And one of the things that when we met with other people from Ukraine, and every one of us were just very involved into some personal experience and thoughts, and actually people did not really share a lot, because everyone was in his own like deep feelings. And one of the things that really helped to start expressing our feelings was a song. And it was like, because we have in Ukraine a very great traditional song culture, and actually everybody from different places are in some way connected to this culture. And just it was as a miracle that people started being like singing together traditional songs, and immediately women were crying, and it was so expressive what we really came through. And actually that was the first thing that united us. And we decided to make it like some of type of also a project of gathering together and making together like a core of different songs. And in this piece you will see the song of Slavik Vakarchuk, Hug Me. It has very, very powerful text, like, when the war will be over one day, come to me and hug me, and please don't let me go ever.
This song gives a hope that the spring will come and it will be spring without war. So it was one of the very strong messages that we all shared, and that's why it was one of the songs on which we worked together. And after that piece, we discussed with Nina that we need also, of course, voices of Ukrainians who are still in Ukraine, who are protecting the country in all possible ways, because I find really great spirit of our people to support each other and to be like it's a spiritual weapon, because unless the country and people stay strong, they believe in their future, they are really supportive, even with no actually possibilities, they are still very standing strong. And we wanted to support it, first of all, and also to show these faces of real people who are making actually what they can. And that was another side of our project, and we already made several episodes in Kiev with my former colleagues, with the film crew. And it was another side, and one more is actually my own experience with my grandmother, who was actually here in Germany during Second World War, where she was forced to labor. And actually she had quite another experience from mine. And I was, all the time I was getting here, I was thinking about that, because she was like, at that time she was in the same like team with Russian soldiers, with Ukrainian soldiers, with all USSR army who were fighting with fascism. And nowadays I'm like, it's vice versa, that I'm going to the country like our former enemy, but I am going here to survival. And that made me really thoughtful. And also one of the things that I took from my home was my grandmother's diary. And I told about my diary, my grandmother's diary, to Nina, and actually we decided to make some parallels, and we found out that the things she describes actually there, they're quite the same. They're quite the same of what we are experiencing now. And it was really a shock for me, because she described quite as if you are looking for nowadays and not for 40 years. And it gives like another also level of our experience, because we nowadays, we need to go back to our like grandmothers, grandfathers' experience, and to overthink about it, what they came through, what life tasks, what hopes they had, and how actually they survived. It's like now some maybe even instructions for us how to stay human also, because my grandmother, after all that experience she stayed very human and very positive person all her life. Now, unfortunately, she's gone. But for me, it's also some connection, with some generations. And so this part also is a part of our project. And that's why Nina, it was like her proposal, decided, and we discussed it. She suggested to make me like one of the protagonists also of our film with this my story of my grandmother. But I would say that actually every one of us, every Ukrainian, has his own story, his or her own story, because somehow all our grandmothers, grandfathers were connected to the Second World War. And actually we are the generations that are following them in 2 generations. And we have now this absolute collapse in a different direction. So, and yeah.
no, I don't want to interrupt you. I just wanted to add that this story of Vera is with her grandmother is quite important for this project, because I think it's very important that we in the Western world don't forget our responsibility in the view of the things which happen now, because I think if we want to go further on in this century, we have to be all responsible, and not only to point. Of course, we have this huge guilt now of the Russian side, but this is not our task to point, because it's more like to look for some things which are really going in history so complicated, and which is maybe enabling to find a speech again, because if we are just now having these two parts, it's very dangerous as well for the peace of the world. So this is another thing which Vera gave the opportunity with the diary of her grandmother's book to make this bridge to the time of the Nazi fascism, which is not so long ago. There are still some people living who experienced that, and it's quite a cheap point to forget this about this horrors now, and this is all like to be adult as a democratic person. We should be quite behave adult, and that means that we don't forget our responsibility. And also, I would like to add that this chorus, which is of course now a very, very short excerpt of our material, because we shoot it quite a lot, as Vera said, in Kiev, in Germany, and we are gathering voices of immigrants of Russia in Tiflis who are against the war and don't wish to be silenced. And this is like this chorus, which you will see in some minutes. It's like a symbol for the whole chorus, which we are gathering of all these voices who are now to be heard, actually. Mm-hmm. So maybe we can see an excerpt from your project, from your film. Yes. Right now, So if you can share yes, you share the screen with us. Yes. Thank you. Donc, il s'agit d'un projet qui est en cours de réalisation, qui est réalisé avec Nina et Vera. Donc, à la fois des témoignages des réfugiés ukrainiens se trouvant actuellement en Allemagne, en fait, qui ont fui l'Ukraine, dont Vera fait partie. Elle se trouve actuellement près de Berlin. Elle accomplit un travail de travailleur social déjà, voilà, d'aide. Et donc, elle, par ce travail bénévole qu'elle effectue, donc du coup, elle rencontre énormément de personnes qui sont venues de tout coin d'Ukraine. Donc, à la fois pour faire témoigner, comme tu dis, de collecte, voilà, des témoignages de ces gens-là, de leur état d'âme, ce qui n'est pas, non pas seulement de l'information, mais surtout d'état d'âme de ces personnes. Et en même temps, du coup, elle travaille aussi avec les collègues ukrainiens qui lui envoient des images, des témoignages en Ukraine. Donc, il y a une volonté de créer une forme de cartographie, de collecte de données. Et de polyphonie, et ça, c'est un détail qui a son importance, puisqu'elle collecte aussi des voix russes dissidentes. Et on a vu, par exemple, lors de l'entretien avec Antelme Vidot, que c'est une position qui ne fait pas du tout largement consensus. Et il y a beaucoup de projets artistiques qui ont été attaqués pour mêler des voix ukrainiennes aux voix russes, et ce n'est pas le parti pris de Vera et de Nina. Donc, Juste, vous verrez le chant. En fait, voilà, le chant, c'est quelque chose en Ukraine, c'est l'art traditionnel, en fait, peut-être le plus important. Et à Berlin, près de Berlin, ces gens se sont réunis, en fait, au bout d'un moment, quand il y a l'impossibilité de communiquer autour de l'horreur, ou au contraire, communiquer une détresse, recherche de solidarité. Donc, c'est ce travail de chant qui les a réunis, et ils font partie de ce chœur, en fait, qui est, voilà, c'est les images que vous verrez également tout à l'heure.
Look, yes, I'm sorry, Nina, we No, have no, presented I'm sorry. projects. I just have some difficulties. I have to change the other computer because somehow this is now, I have some difficulties to share. I don't know why it's not sharing now. Wait, I try again. Wait. Can I quit and join you again on the other computer? I'm sorry, so I have to. Sorry. But maybe while we are waiting for the return of Nina, because time is running and we understand we would need a lot of time to give this needed voice to Ukrainian filmmakers and artists. Maybe, Vera, you could tell us, meanwhile, are there some difficulties you are facing in this project and maybe some artistic decisions you had to change so that we are really in course of the current project as it is? Yes, first of all, one of the difficulties we faced were like looking for the special heroes and managing actually the shootings also, especially in Kiev, because of course I also understood that the situation is rather like can be changing every next minute, and that first of all we have to take care of all our heroes and to create a safe space so that we don't need shooting so much, rather than they have to be safe. And that was the main task. And actually life was changing so quickly that one moment, for example, they had no petrol at all. It was quite complicated, for example, just to get from one place to another. Or also it was a question of like organizing people who would like to talk. Yeah, Nina? Sorry. I have to. Nina, we don't hear you. You have to switch on your... Yeah, I will take, so first of all, also it was rather hard. We find out that the internet connection actually European was not so strong, and we needed to transfer quite a lot of video material, and it happened to take a rather long time as, so now you can see. Okay, I will continue later. Okay, I'm sorry for the delay. I will translate to you some parts that are with interviews. Oh, yeah. So I start? Yeah. Mm-hmm. Now we're all going down. Imagine as if you are drawing a circle.
настане день, закінчиться війна, там загуби себе, побачимо аж до дна. Обійми мене, обійми, так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми, твоя весна прийде нехай. І ось моя душа складає зброю вниз. Невже таки вона так хоче теплих сліз? Обійми мене, обійми, так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми, твоя весна прийде нехай. Обійми мене, обійми, твоя весна прийде нехай. Обійми мене, обійми, так лагідно і не пускай. Nobody could answer the question why we are going through that. What for? Why that happened? Russia brought us great grief. Before that, we considered them a friendly nation. We made friends, we shared experience. We visited each other, and then one person set us apart to different spaces. It's a shame how many grief Russians brought to us. Pretending to be our brothers, they are ruining our cities, they are killing our people, young and old. They are crippling souls of our children. We are here, all united in a grief. But we are also united with the hope
the destiny will be more favorable for us, that we all will live with a dream for a better future. Thank you very much, Vera and Irina. Unfortunately, the quality of the speed connection didn't give us the right impression with the project because it was very staccato. So once the project is finished, we would like to make it available on internet. So please let us know about the progress. And I think because we have only a few minutes left, maybe the audience would like to ask you some questions. Oui, mon anglais n'est pas très bon et en plus je suis un peu sourd et donc je n'ai pas compris les réponses à deux questions qui étaient claires, qui étaient posées sur ce que devaient faire les cinéastes. Pour l'une, c'était donc le dilemme entre continuer à filmer, mais filmer seulement la guerre, ou bien faire des films de fiction. Et l'autre, c'était la question du boycott, dont j'ai compris qu'il s'agissait du boycott par les Ukrainiens des cinéastes russes, sauf erreur de ma part. Et donc j'aurais aimé avoir la réponse que je n'ai pas comprise, les réponses qui ont été données en fait. Voilà. Alors, pour Vera, si je transcris bien sa pensée, elle a décidé de mettre sa caméra au service d'une voix collective. Pour elle, la réponse réside là-dedans. Et c'est au-delà de la fiction et du documentaire. C'est vraiment rassembler cette polyphonie de voix qui ressemble à la sienne dans ce qu'elle a pu traverser de tragique avec cette guerre. Mais vous avez pu le voir dans l'extrait, aussi de transformer cette expérience en une unité cathartique via le chant. Et donc c'est cette solution de transformer l'horreur aussi en une expérience esthétique, mais aussi politique, en fondant toutes ces voix, aussi dissemblables puissent-elles être, en une seule voix, et qui rendent aussi hommage à la richesse des chants traditionnels ukrainiens et à cette puissance de cette pratique collective. Donc c'est via le chant, si vous voulez, que le cinéma retrouve aussi ce pouvoir collectif. Et quant au boycott, finalement, elles n'en ont pas tellement reparlé, mais on peut leur reposer la question directement. Vera and Nina, I think it's Jean-Michel Frodon, if I have... Okay, so I have... okay, we have 2 minutes left, so maybe it's hard to answer in such a short time, but the audience would like to know what is your position on the boycott or not of Russian filmmakers, even if they are opposed to Putin and to the war in Ukraine. I think that Russian filmmakers who are not supported by Putin's government and who are in opposition to the war and to the position of their current government should have their voice, definitely, because it's a power as well, and also for their nation, and also otherwise, if we don't hear such voices, we think that everybody in Russia are like Putin, are like all who support this politic. I think it's very important, but of course we have to divide who are for and who are against. Pour résumer, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, c'est très important pour elle que les voix dissidentes puissent être entendues en tant que telles, pour ne pas donner sinon l'impression d'une caution homogène de la part du milieu cinématographique russe à l'égard de Poutine. Et donc pour elle, c'est très important que cette pluralité de voix puisse être connue.
And thank you so much for sharing the excerpt and for being with us. And I think Fabien, who is the organizer, the great organizer of all this festival, would like to thank you also. And I just wanted, before letting him speak, tell you that it is very a pity for us that you cannot be there with us in person, especially that we are hosted in an extremely beautiful space, the Château of Fontainebleau, and we are in a wonderful chapel. And I think for cinema, to be surrounded by glass-stained windows is the perfect location. Yes. Thank you. Thank you. Hi. we exchanged by email. I just wanted to say to the audience that if you agree with that, Nina and Vera, the Zoom has been recorded. So if you agree with that, if you agree that we put the record Zoom on the festival website, we will be able to see the extract you offered us more easily. If you agree with that. Yes, of course. Okay. Yeah, Well, yeah, of course. and thank you. And thank you very much Merci to all of beaucoup. you. And we need to stop now. So I thank you all three and all six of you here and abroad, and really from the bottom of the heart, thank you. Thank you very much. And Slava Ukraine. Героям слава. Слава Україні. Merci. Merci. Juste une toute dernière note, parce qu'on est à un festival d'histoire de l'art et il y a un angle qu'on n'a pas du tout pu aborder, c'est aussi l'écriture du cinéma ukrainien. Et donc moi je vous recommande un livre absolument unique, c'est l'histoire du cinéma ukrainien du grand spécialiste Lubomir Usachko. Mais ce livre s'arrête en 1995 et donc on espère que d'autres chercheurs vont prendre la relève pour écrire cette histoire qui continue à s'écrire aujourd'hui. Voilà.